On va tout de suite aller aux très graves événements qui ont lieu ce soir à Monaco avec vous, Alexandra Guillet, puisque c'est un attentat avec des blessés possiblement extrêmement graves. Oui, cette explosion, elle s'est produite peu après 21h, 21h05 précisément. Un colis piégé aurait explosé au pied d'un immeuble rue Révérend-Père Louis Frola. Selon le procureur général de Monaco, un homme a été aperçu déposant un sac. Des personnes sont entrées et là, une explosion s'est produite. Toujours selon le procureur général, le bilan provisoire est de 3 personnes blessées, dont 2 gravement avec un pronostic vital engagé et une blessée plus légèrement. Les victimes sont un couple et leur enfant. L'auteur, quant à lui, est en fuite et activement recherché. Un important dispositif de sécurité et de secours est sur place. Les autorités parlent à ce stade d'un acte malveillant. Selon nos informations, des effectifs de police français, la frontière est toute proche évidemment, sont envoyés en renfort pour aider à la traque de cet individu. Et ce soir, on a un peu plus de détails sur les circonstances, notamment ce colis qui a été déposé. Qu'est-ce qu'on en sait ? Oui, effectivement. Donc, d'après les images de vidéosurveillance, eh bien, on aperçoit un homme. C'est la sûreté de Monaco et c'est également le procureur général qui le confirme. On aperçoit un homme qui, muni d'un sac à dos rempli d'explosifs, le dépose dans cet immeuble et s'en va. Et juste après, eh bien, des personnes entrent et là, l'explosion se produit. Et on va entendre quelqu'un qui est juste à côté. Yannick, vous avez entendu l'explosion. On est là à Monaco, évidemment, c'est un petit territoire. Bonsoir Yannick. Je ne sais pas si vous m'entendez Yannick. Je vous entends. Voilà. Bien. Précisez-nous bien d'abord, on voit des images ce soir, vidéo amateur du lieu, ou de la proximité du lieu. Où vous trouvez-vous par rapport à ce qu'on voit ici à l'image ? Je me trouve dans la rue juste en dessous. Qu'est-ce que vous avez entendu très exactement ? Une explosion terrible. Alors, on a souvent l'habitude de feux d'artifice et même on est dans une zone sismique, donc j'avais déjà vécu des trucs qui font du bruit. Mais là, ça a dépassé tout ce que j'avais entendu. Ma chienne, elle s'est mise à hurler et le sol, il a tremblé brièvement. Et tout de suite, je me suis imaginé le pire, même si, comme on vit un petit peu dans un cocon, on s'imagine que c'est pas le genre de choses qu'on va vivre, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Est-ce que vous nous décrire les lieux ? On voit une petite portion de cette rue, puisque, ouais. Alexandra Guillet, aidez-moi, puisque si je comprends bien, ça aurait été déposé dans une cave, c'est bien ce que je crois comprendre, en tout cas dans un immeuble, c'est bien ça ? Alors on n'a pas la précision exactement, on sait que cette personne est rentrée dans l'immeuble, a déposé un sac et on est ressorti. Pour l'instant, où exactement dans l'immeuble, je suis incapable de vous le dire. Yannick, en quoi ça correspond, d'après ce que vous savez de la géographie des lieux ? Alors cette rue, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est vraiment mitoyenne avec la France, avec la ville de Beausoleil. C'est une rue qui est souvent fermée parce qu'elle se situe à proximité d'un établissement scolaire et donc c'est une rue qui est souvent piétonne et donc voilà, qui est très peu empruntée, même à pied parce qu'il y a très peu de trottoirs et en voiture, comme elle est très souvent fermée, c'est pas une rue qu'on emprunte, mais elle est très très proche. En fait, on peut vraiment se retrouver en territoire français à Beausoleil en même pas une minute, quoi. Je vous montais la rue, vous êtes directement en France. Donc c'est pour ça, je pense que si c'est un acte criminel avéré, ça a pu faciliter l'éventuelle fuite du ou des auteurs présumés. Renaud Girard, vous êtes avec nous. Il faut être évidemment de la plus grande prudence parce que pour l'instant on a extrêmement peu d'événements, mais il y a eu les attentats de Nice, il y a eu dans cette région du sud de la France, Monaco qui est évidemment un État souverain, mais aussi il y a évidemment un traumatisme très grand des attentats de façon générale. Oui, tout à fait, mais il faut tout de suite dire aux téléspectateurs que une fuite du suspect n'arrangerait pas du tout ses affaires, parce que là, il y a une collaboration totale entre Monaco et la France, évidemment, une collaboration policière totale, et donc la police française va évidemment faire avec ses collègues monégasques, continuer à essayer de localiser le suspect. Je rappelle que le Premier ministre, on appelle ça un ministre d'État là-bas, et c'est toujours un haut fonctionnaire français, c'est le cas encore aujourd'hui. Et donc il y a une coopération absolument totale. On ne sait pas du tout si cet attentat est lié à la nationalité ukrainienne des 3 victimes. Ça, on ne sait pas. Si c'était un attentat politique, alors c'est soit un attentat de rivalité d'affaires, ou si c'était évidemment un attentat
politique, mais pour l'instant, on n'a aucune piste, aucune sorte. On ne peut vraiment pas le dire aujourd'hui. Ça prendrait évidemment une dimension très importante. Mais et vous êtes avec nous, Bruno Bartocchetti, vous êtes secrétaire national Unité Zone Sud. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. D'abord, est-ce que vous avez, et dans les milieux policiers ce soir, davantage de pistes, ou en tout cas l'écho de cet événement ? Oui, bonsoir. Alors, je n'ai pas plus de pistes, sinon que tout est mis en œuvre pour interpeller l'individu. De toute façon, il sera, s'il n'est pas encore interpellé, ça ne va pas tarder. On est fortement mobilisé pour pouvoir l'interpeller. On sait que c'est très très proche, la principauté de Monaco avec Beausoleil et bien sûr le territoire français. Il y a assez d'éléments de vidéosurveillance pour pouvoir localiser cet individu qui va être très très vite interpellé. Et bien sûr, ensuite, s'enchaînera le mobile, comme ça a été développé. Pourquoi ? On ne peut pas imaginer qu'on est sur de l'idéologie, pardon. On pense, dans un premier temps, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'on est sur un acte bien précis. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est financier quand on touche Monaco, mais là je m'avance un peu. Tout ceci va être déterminé après l'interpellation de cet individu, j'espère dans de très très bonnes conditions pour qu'il nous explique les mobiles et les raisons de son acte. Aujourd'hui on a 3 personnes blessées, dont 2 sérieusement. Ça se passe à Monaco, c'est pas rien. Ça prouve surtout que finalement, alors que Monaco est très sécurisé, très protégé, eh bien ça prouve que finalement tout peut arriver. Que ce soit en France ou dans des principautés. Et là, c'est quelque chose qui est parlant. Monaco, c'est pas rien. C'est une principauté comme parmi tant d'autres qui ne sont pas impactées ou très très rarement impactées par les attentats terroristes. Bruno Capocchetti, expliquez-nous s'il vous plaît, Bartocchetti, le dispositif policier de ce qu'on peut en présumer, parce qu'il y a évidemment la police monégasque, mais la France est très présente, comme le rappelait Renaud Girard, le ministre d'État traditionnellement est français, donc c'est un territoire si petit que l'intervention de la France est assez probable, j'imagine. Expliquez-nous exactement quelle est la règle là qui doit s'appliquer dans l'intervention des forces de l'ordre. Ça va être l'occupation du territoire, ça va être très très quadrillé autour de Beausoleil et au-delà, et puis immédiatement bien sûr un travail de coordination avec la police monégasque, notamment avec les vidéos qui vont nous permettre dans un dispositif de suivre le parcours et l'évolution de cet individu. Après les effectifs en tout cas qui vont être déployés vont être très nombreux, que ce soit en France ou à Monaco comme on peut l'imaginer, et il va y avoir surtout ce travail de coordination qui vont permettre en tenaille de pouvoir encercler et interpeller cet individu. Je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, je ne les ai pas déjà à ma connaissance, mais je peux vous dire qu'il y a des moyens, en tout cas, qui sont mis en place, qui vont nous permettre de très très vite localiser cet individu. Dites un mot, s'il vous plaît, des caméras, parce que c'est une spécificité de Monaco. Monaco est vraiment couverte exactement de caméras. Et je me rappelle quand le prince se vantait, avec raison sans doute, qu'il n'y a pas un mètre d'espace public à Monaco qui ne soit pas filmé en permanence. J'imagine que dans cette circonstance, ça peut servir. Oui, complètement. En fait, c'est qu'il faut surtout retenir avec les caméras de surveillance, c'est l'enquête, en fait. L'enquête, éventuellement, il peut y avoir un côté dissuasif, c'est très très important, et de prévention. Mais c'est surtout l'enquête. Ce qui démontre aussi que malgré la vidéo, malgré la surveillance, et alors Monaco, on est surveillé partout, et bien malgré tout, on n'est pas à l'abri d'un acte de terrorisme ou autre acte très très malveillant. Ça démontre qu'il y a l'outil, il y a la vidéo, mais il y a aussi la présence policière à travers le renseignement. Et là, ça va être à mon avis un sujet parce que je m'interroge comment on a pu finalement aller jusqu'à Monaco pour pouvoir aller jusqu'à cet acte de terrorisme. Cet individu... il y a beaucoup de questions qui maintenant vont être posées et on va essayer de comprendre comment il a pu arriver jusqu'à commettre cet attentat. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti. On va tout de suite revenir à vous Yannick, si vous avez la patience. Vous êtes tout proche des lieux qu'on voit ici, juste avant les toutes dernières informations avec vous Alexandra Guillet, et notamment ça recoupe ce qu'on vient de dire, puisqu'apparemment le maillage des caméras fait que de façon très active, on est en train d'essayer de suivre le parcours de l'assaillant présumé.
Oui, bien sûr, il y a 2 priorités à l'heure actuelle. 1, évidemment, retrouver l'assaillant et pour essayer de comprendre le plus rapidement possible les raisons pour lesquelles il y a eu ce passage à l'acte. Et puis 2, vous voyez sur les images l'important dispositif de secours et de sécurité. Il y a les démineurs également qui sont sur place. Tout a été entièrement sécurisé pour une raison évidente de préservation des preuves, de préservation de la scène de crime, mais également pour éviter tout risque de surexplosion éventuellement. Donc tout ce dispositif est actuellement en place. C'est le plan rouge qui a été déclenché par les autorités monégasques, mais qui sont à l'œuvre pour l'instant toujours sur place pour vérifier qu'il n'y a plus de risque, de péril imminent, on va dire. Yannick, on a même l'adresse, voilà, c'est la rapidité maintenant avec Internet, cette rue du révérend Père Louis Frolat, vous êtes juste à côté, si j'ai bien compris Yannick. Décrivez-nous exactement ce que vous avez perçu. J'ai perçu une explosion, un bruit d'explosion monumentale, vraiment. Et pourtant, en face de chez moi, il y a souvent des feux d'artifice et ça résonne. Donc, mais c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus. Je me suis dit, il y a une bombe qui est tombée du ciel, mais en même temps, ça paraît absurde. Donc, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Vraiment, j'ai senti le sol de mon appartement qui a vibré. Et je sais que ma mère et ma sœur, elles sont au-dessus de cette rue-là. Et pour elles, c'était encore plus violent. Tout le monde a eu très peur. Et directement, on s'est rendu sur les réseaux sociaux. Petit à petit, on a appris les informations au compte-gouttes sur ce qui s'est passé. Il s'agit vraisemblablement d'un attentat, c'est ce que dit ce soir le ministre d'État monégasque, enfin français puisqu'il est français, j'imagine. C'est la tradition. C'est la première fois, dit-il, que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la principauté de Monaco. Décrivez-nous, s'il vous plaît, encore exactement la rue. On voit que c'est une rue apparemment montante. Pour sortir là, pour arriver en France en voiture, par exemple, il faut combien de temps ? Alors, cette rue, elle est en sens unique et elle descend uniquement. Mais en haut de la rue, il y a un rond-point où il y a vraiment la frontière entre Monaco et la France. Donc, si la personne ou les personnes étaient à pied, il leur faudrait 1 minute pour se retrouver à Beau-Soleil. Et même si je crois que la ville de Beau-Soleil est dotée de caméras, je pense qu'il n'y a pas autant de caméras qu'à Monaco. Et Beau-Soleil, c'est plein de petites ruelles, de petits immeubles, etc. Donc, il est facile de s'y perdre. Après, on espère que évidemment le ou les auteurs présumés de cet acte criminel vont être retrouvés, parce que c'est extrêmement choquant quand même. Exactement comme quand il y a eu les attentats à Nice, on a tous eu des proches qui ont été touchés et forcément c'est quelque chose d'assez inhabituel pour Monaco et c'est très choquant. Gravité des faits, ce soir on apprend donc que les victimes sont un couple de 50 à 60 ans, pronostic vital engagé. Il y a aussi un adolescent de 13 ans, Alexandra Guillet, puisque très vraisemblablement il y a même des gens qui sont en péril de mort. Oui, effectivement. Alors, d'après le procureur général qu'on a pu joindre, le bilan provisoire est de 3 personnes blessées, 2 gravement, avec un pronostic vital engagé, et une personne blessée plus légèrement. Et ces victimes, justement, ce sont un couple et un enfant. Yannick, on parlait tout à l'heure des caméras, parce que qu'on comprenne bien pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc c'est un très grave attentat qui a lieu à Monaco, avec des blessés, vraisemblablement 2 sacs, 1 sac ou 2 sacs déposés dans un immeuble avec des explosifs, très violentes explosions, et vous en témoignez Yannick sur place. Qu'est-ce qu'on sait du dispositif policier et du dispositif caméra qu'il y a là partout dans la rue, Yannick? Est-ce que vous avez notamment la présence des caméras partout? Oui, on sait que Monaco est extrêmement surveillé. Il y a une présence policière omniprésente. Ce sont en plus des fonctionnaires de police qui sont toujours très compétents, très polis, très réactifs. Il suffit de les appeler, ils sont vraiment là immédiatement. Et le quadrillage des caméras. Alors, je suis pas un expert dans le dispositif de caméra Monaco, mais on sait qu'il est extrêmement dense, que la ville elle est totalement sous surveillance. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même une petite ruelle qui est mitoyenne à Beau-Soleil. Donc
c'est rapidement facile d'échapper à la surveillance des caméras, tout simplement parce qu'on se retrouve très rapidement au territoire français et sur lequel évidemment la principauté n'a pas de caméras, bien évidemment. Restez avec nous si vous avez la patience encore quelques instants. Bien Yannick, sûr. merci beaucoup. C'est précieux avec plaisir. évidemment de vous avoir parce que vous avez d'abord ce que vous avez vécu et puis la configuration des lieux exacts en tête. Général Richoux, on voit à quel point là on est dans une course-poursuite où la police a un certain nombre d'avantages. Oui, l'avantage, ça a été dit. Bon, il y a les caméras. Puis il y a une chose qui m'a surprise, c'est que dans cette, c'est sans doute un attentat. Enfin, on peut penser que c'est un attentat, ça m'a l'air ciblé. Bon, mais ça, il faut quand même attendre. Mais il s'est enfui à pied, et donc c'est quand même très clair. Alors la route, La France est toute proche. On comprend que la France est à 1 minute en montant la rue. Oui, bien sûr, mais pour s'enfuir à pied et puis pour échapper à la police en s'enfuyant à pied, c'est quand même pas très simple. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de relais après, j'embarque sur une moto, je réussis à passer par des ruelles qui ont été reconnues à l'avance, où il n'y a pas de caméra, où je peux me diluer dans la densité urbaine, effectivement, ça va être très très compliqué pour lui. D'autant plus, on sait, comme le procureur général est français, comme il y a un certain nombre de postes qui sont français dans la principauté, eh bien, la coopération est totale. Donc là, je crois que effectivement, l'avantage me semble clairement à la police, mais encore, on verra si c'est un pro ou si c'est pas un pro, ou si c'est pincé. Bruno Pomar, vous nous avez rejoint. Il est 23h21. Je rappelle, c'est vers 21h, c'est ça, Alexandra, que ça a eu lieu. Vers 21h. Donc il y a quand même 2h20 déjà qui ont passé. Qu'est-ce que vous, qui avez la plus grande expérience, pouvez-vous dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'abord, verrouillé. Alors, il faut savoir que Monaco, c'est une souricière. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques nombreuses années, quand j'étais au RAID, de former la sûreté monégasque. Ça a évolué, évidemment. Vous savez qu'il y a un nombre de policiers quand même assez important, près de 630 fonctionnaires de police. Ça représente un fonctionnaire pour 40 habitants. Il y a 39 000 personnes à Monaco. Sur les éléments que j'ai. Bon, je ne sais pas si Alexandra a les mêmes, mais c'est à peu près ça. Ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est qu'il y a un gros réseau de vidéosurveillance, évidemment, compte tenu des profils de personnes qu'il y a. Vous n'avez pas des smicards là-bas, vous n'avez que des millionnaires, voire des milliardaires. Donc, vous exagérez un peu. Attendez, on ne va pas faire tous les préjugés sur Monaco. Il y a aussi des monégasques, oui, tout à fait. Disons, de classe moyenne. Ça arrive aussi. Hein. C'est excessif, vous avez raison. Mais quoi qu'il en soit, c'est un secteur qui est très, très bien sécurisé. Effectivement, c'est surprenant de savoir que un attentat peut être perpétré dans la principauté de Monaco. Alors, on sait que les profils sont des Ukrainiens. Est-ce que c'est en relation avec le conflit actuel qu'on connaît? Sûrement. Encore une fois, l'enquête déterminera et nous donnera des éléments supplémentaires sur ce qui s'est réellement passé, mais on peut effectivement penser que c'est une famille ukrainienne qui est installée là-bas et évidemment ciblée, puisque effectivement l'individu, vous l'avez dit il y a quelques instants, est venu avec un sac à dos très rapidement, parce qu'on peut pas faire autrement. Venir en voiture, c'est pas du tout évident. Donc poser un sac à dos, repartir aussi vite que ça me paraît surprenant. Encore une fois, on fait que la chasse ne fait que commencer, mais je pense que rapidement on pourrait voir les services de police d'abord de Nice peut-être se mobiliser, peut-être même le RAID qui peut être effectivement mobilisé et sollicité sur Monaco. Votre première intuition, quelle est-elle? Vous êtes un très ancien policier, vous avez combien d'années d'expérience? 36 ans et 15 ans. 36 ans. Ouais. On a de l'intuition après 36 ans de police. Hein. Encore une fois, grande prudence. À l'heure où nous parlons, on connaît ni les mobiles, ni rien. On connaît presque rien. Absolument. Mais enfin, quand même, c'est un très grave attentat, dans des circonstances très particulières. Que vous dit votre intuition? Écoutez, oui, encore une fois, la cible de Monaco, c'est là où c'est surprenant. C'est pas Paris, c'est pas une ville de France. Donc c'est vrai que ça pose de sérieuses questions, montrer que effectivement on peut impacter des personnes peut-être connues. On va le savoir à travers l'enquête. Hein. Et visiblement, les profils sont ukrainiens. Hein. Alexandra, je pense que c'est les infos. Ça reste un élément à consolider. Oui, voilà. Restons prudents, c'est une information qui circule, elle reste encore à consolider. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment va avancer l'enquête et les informations que vont pouvoir glaner la sûreté monégasque. Le mode opératoire de colis piégés, un ou deux colis piégés, il y a là, si je comprends bien, les deux thèses, ou en tout cas, c'est un colis piégé, des colis piégés. Oui, donc ça veut dire quelqu'un d'expérimenté, avec des bases d'artificiers sûrement, pour se permettre de faire ça, se trimballer avec un sac à dos, avec des explosifs. C'est pas un jeune qui vient se promener comme ça. Donc effectivement, c'est quelque chose de préparé. Bruno Bartoschetti, même question. Hein. Le mode opératoire, vous aussi, votre regard de vue de la police, le mode opératoire très particulier. Puisque c'est pas un attentat suicide, par exemple, c'est pas des tirs, c'est la méthode du colis piégé. Oui, le mode opératoire démontre que la personne peut être très déterminée, et elle l'a prouvé. Et je crois que malgré l'excellent travail
que nous faisons, que ce soit en France ou à Monaco, en matière de surveillance, de télésurveillance, on l'a avec les caméras vidéo, eh bien tout ceci, ça doit nous rendre très humbles, et c'est ce que nous faisons, malgré les résultats probants, parce qu'on déjoue de nombreux attentats en France. J'espère qu'à Monaco, on n'en déjoue pas tous les jours, parce que ça voudrait dire que Monaco est très exposé, mais aujourd'hui, on va se poser des questions. Mais ça prouve qu'on doit, en tout cas, à chaque fois, aller beaucoup plus loin dans la surveillance, et on ne peut pas se retrancher uniquement dans les caméras et dans les télésurveillances et les vidéos. Pourquoi ? Parce que on va l'interpeller. Voilà, le gars, il va être interpellé. S'il n'est pas déjà interpellé, ça ne va pas tarder. Ça va être l'outil qui va nous permettre de travailler. Ce qui est très, très important, c'est d'anticiper tout ceci. On a des résultats, on déjoue de nombreux attentats, mais ça démontre également que malgré Monaco, où on parle de la surveillance, de la sécurité à Monaco, eh bien, même Monaco n'est pas à l'abri d'un attentat. C'est comme ça, c'est pas du fatalisme dans mes propos, c'est juste pour dire qu'on doit être humble et qu'on doit continuer nos efforts et à travailler pour éviter ce genre de sujet, et quel que soit le mobile. Là, on n'est certainement pas dans un acte d'idéologie, on est dans un autre acte très certainement, mais enfin, on doit aller encore plus loin en matière de sécurité avant même de travailler sur des vidéosurveillance, parce que quand on travaille sur les vidéos, c'est que c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'on sait de la violence de l'explosion ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Et pour ça, avant que vous me tournez vers vous, Yannick, qu'est-ce que vous avez pu observer exactement ? Alors c'est difficile d'avoir les points de comparaison, il n'y a pas une explosion tous les jours dans sa rue, mais qu'est-ce que vous avez observé ? J'aimerais juste amener une petite précision par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de touristes qui viennent à Monaco tous les jours, et donc on peut absolument, que ce soit par le train, par le bus ou en voiture, et donc on peut absolument pas contrôler tout le monde malgré la présence policière. Donc quand j'ai entendu l'ancien agent de police qui se demandait comment c'était possible, tout simplement vous venez à Monaco avec un sac à dos, on peut pas contrôler, on va pas ouvrir tous les sacs à dos sur les plusieurs milliers de touristes qui arrivent tous les jours, et c'est un petit peu les limites malheureusement de n'importe quel système de surveillance. On ne peut pas non plus faire des fouilles au corps à tout le monde. Par rapport à la violence de l'explosion, je vous dis franchement, j'habite une rue en dessous, mais pas au même niveau. Je suis un petit peu en décalé, et j'ai vraiment eu l'impression que, je sais pas, qu'il y avait une bombe. En fait, j'ai jamais vu d'explosion de bombe, mais c'était tellement plus violent que tout ce que j'ai pu entendre. Et on a eu plusieurs séismes. Moi, j'ai 43 ans, donc j'ai vécu plusieurs séismes. Parce qu'on est en zone sismique, on a souvent des feux d'artifice, ou même des fois il y a des avions qui passent parce qu'il y a une base militaire pas loin. Donc on a l'habitude de chocs sonores assez importants. Et là, ça a dépassé tout ce que j'ai pu entendre. Vraiment, ça m'a glacé le sang directement. Mais c'est pas possible que ça soit. Au début, je me suis dit peut-être une explosion au gaz, parce qu'on pense pas à ce genre de choses naturellement. Mais ça nous remet un peu les pieds sur terre, que malheureusement le risque zéro il n'existe pas, et ça, voilà, c'est un petit peu les limites quand il y a plusieurs milliers de personnes, des touristes qui viennent par jour, on peut pas contrôler tout le monde, et la personne elle a très bien pu arriver en train ou en voiture et puis se promener avec son sac à dos, et on peut facilement déjouer l'attention, parce qu'on peut pas non plus contrôler toutes les personnes et suspecter toute personne qui se promène en ville. Malheureusement. C'est Yannick particulier, oui, de ce type d'attentat, je trouve, parce que si on comprend la scène, visiblement il y a un suspect qui arrive avec un sac à dos, qui rentre dans un immeuble, qui dépose la bombe, et puis qui ressort, et puis une famille ukrainienne, enfin un couple et un adolescent, on a l'impression que c'est une famille, on nous dit qu'ils sont ukrainiens, oui. On verra bien. Tout cela au conditionnel, effectivement. Soyons extrêmement prudents. Dans les agences de presse. Et il pénètre dans l'immeuble, et donc j'imagine que le suspect avait une télécommande, et il déclenche l'explosion. Oui. C'est assez rare, ce genre de... Très bonne question d'Arnaud Girard. Comment c'est possible ? Et d'ailleurs, est-ce que c'était devant la porte de ces gens ? Comment est-ce qu'ils ont été visés ? Parce que s'ils ont été visés... Est-ce que c'était eux les cibles d'abord ? Ça, voilà, l'enquête le déterminera. Ensuite, le sac à dos a été déposé. Il y a un déclenchement avec une minuterie ou un déclenchement à distance avec un téléphone ou autre. C'est possible, puisque le suspect évidemment est reparti. Donc effectivement, c'est pas un attentat suicide, c'est-à-dire où le suspect serait mort. Donc voilà, encore une fois, on verra à travers l'enquête qui va être menée, savoir le profil, le type d'explosif qui a été utilisé également. Ça peut donner des sources évidemment au service de
d'enquête, de savoir quel type d'explosif a été utilisé et comment il a été utilisé. Là, ça sera vite fait et très rapidement fait parce qu'il y a des services évidemment de renfort de police française qui vont venir, sûrement les spécialistes de tout ce qui est matière d'explos. Donc ça, c'est un élément important. Mais c'est vrai que ça a été fait de façon, très, je dirais très fine, oui, de pouvoir faire ça. Oui. 23h30, je vous donne toute la parole, mais qu'on fasse le point sur les quelques informations, puisqu'elles continuent à nous arriver. Donc, explosion à Monaco, à proximité de la France. Yannick, témoin très important qu'on a en direct, nous dit on est à 1 minute à pied. 1 minute à pied, la rue qu'on voit là, on la monte. Quelques centaines de mètres. Quelques centaines de mètres et on est en France. Qu'est-ce qu'on sait ce soir ? Alors, on sait que l'explosion s'est produite à 21h05. Un colis piégé qui a explosé dans le hall d'un immeuble résidentiel, rue Révérend-Père Louis Frola. Le plan rouge a été immédiatement déclenché. Selon le procureur général de Monaco que l'on a pu joindre, un homme a été aperçu déposant un sac. Des personnes sont entrées peu de temps après et une explosion s'est produite. Toujours selon le procureur général, le bilan provisoire est de 3 personnes blessées. Parmi elles, 2 le sont grièvement avec un pronostic vital engagé. Une 3e l'est plus légèrement. Il s'agit d'un couple et de leur enfant. On nous dit qu'il serait d'origine ukrainienne. L'auteur est en fuite et activement recherché à l'heure actuelle. Les démineurs sont sur place. Un important dispositif de sécurité et de secours également, évidemment. Il s'agit vraisemblablement d'un attentat. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Christophe Miremont, le ministre d'État, le chef du gouvernement. Et selon nos informations, des effectifs de police français, mais également des effectifs de secours comme le SAMU, sont actuellement envoyés en renfort et pour prêter main forte pour les secours et pour aider à traquer l'individu. Oui, il faut souligner, à Monaco, il y a une collaboration, une coopération historique entre la police française et la police monégasque. D'ailleurs, le ministre d'État, comme on le rappelait, est traditionnellement le préfet, souvent le préfet français. Oui. Le procureur général est français. Là, j'avais Stéphane Thibault, me semble-t-il, qui était avocat général à la Cour d'appel de Paris. Et il faut savoir aussi que le chef de garde est français. Et des choses qu'on ne sait pas, c'est que moi j'en ai connu des monégasques dans l'armée française parce qu'ils faisaient leur service militaire. Quand le service national était obligatoire, les monégasques étaient astreints au service français. Voilà, donc c'est important. Moi j'ai une question d'ailleurs qui est pour vous, comme ça, quand je vois ça, moi militairement, je me dis c'est pas possible que sur un loup solitaire il y a des complicités. Oui, alors vous avez bien fait de le dire parce que j'étais en train de refaire l'histoire quand Alexandra parlait. Effectivement, s'il y a une synchronisation entre ce couple avec cet enfant qui rentre dans cet immeuble et au moment où l'individu dépose le sac et repart. Effectivement, on peut penser que ces gens, attention, c'est un scénario qu'on peut imaginer, que ces gens étaient filochés, c'est-à-dire il y avait des gens sûrement qui les regardaient et qui les visaient. Si ce sont bien eux qui étaient les victimes potentielles, évidemment, et qu'à un moment donné, le gars avec le sac à dos a eu le top pour venir et faire l'action, parce que c'est très synchronisé quand on regarde bien. Les gens, on pose le sac, les gens rentrent, boum, ça pète. Donc c'est quand même très synchronisé, c'est pas de l'amateurisme. Voilà, si c'est eux qui étaient ciblés, oui, c'est pas de l'amateurisme, c'est bien fait. D'ailleurs, le suspect a toujours été pas pris. Tout à fait, c'est pour ça que... Donc les chances qu'il se soit dilué dans la densité de la Côte d'Azur, de Nice, etc. Oui, il peut repartir sur l'arrière de Monaco. Un mot personnel, Yannick, vous êtes sur place et je souligne, vous êtes témoin très direct puisque vous étiez là tout proche. Vous êtes à quelle distance exactement de l'explosion proprement dite ? Je dois être à 200 ou 300 mètres à peu près. Décrivez-nous très exactement le moment M de l'explosion. Soudain, j'étais au téléphone avec une amie et soudainement un bruit fracassant et les murs et le sol qui se mettent à trembler, ma chienne qui aboie très anormalement et le sang qui se glace. Et dans ma tête, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je me demande le premier truc que j'ai pensé, c'est peut-être une explosion en gaz parce que dans ces rues au-dessus, il y a pas mal de vieux immeubles et je pense qu'il y a encore le gaz dans certains immeubles. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Un accident domestique, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et immédiatement après, on a discuté avec des amis et la famille. Tous les gens qui étaient proches ont entendu ça. Je suis allé sur Facebook, il y avait sur tous les groupes Facebook d'entraide, par exemple, entre les résidents de la principauté. Des gens se demandaient ce qui s'était passé. Puis après, on a vu affluer des photos et des vidéos comme celles qu'on voit ici à l'écran en ce moment même.
Alors, merci beaucoup Yannick, un mot. Pardon. Oui, Yannick disait justement, le bruit était très très sourd parce que, remarquez, Monaco, ce sont des rues, c'est très haut et très étroit. Donc l'explosion a dû faire un effet de déflagration très très forte. C'est pour ça que le bruit a dû être terrible. Mais encore une fois, la charge devait être quand même d'un certain niveau parce que pour arriver à avoir ce résultat, ce triste résultat, effectivement, il fallait que ce soit encore une fois quelque chose de préparé. C'est pas, à mon sens, c'est pas quelque chose d'amateurisme. C'est vraiment quelque chose de préparé. Et il faut savoir quand même qu'à Monaco, au niveau de la sécurité, encore une fois, les services de sécurité vont très vite parce que je vous dis, c'est facilement verrouillable, Monaco. Il y a des effectifs de police qui ont des plans d'intervention rapides pour boucher les entrées et les sorties de Monaco. Mais encore une fois, l'individu est à pied et là, ça pose un problème supplémentaire. Nous y revenons dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, l'autre événement majeur de la soirée, c'est ce qui se passe en Russie avec des événements tout à fait vertigineux. Jamais Vladimir Poutine n'avait été défié à ce point-là et jamais il n'avait reconnu que la Russie est mise en difficulté par l'offensive ukrainienne. Écoutez-le, qui parle des bombardements et de leurs conséquences. Ces frappes contre nos infrastructures posent des problèmes, c'est évident. Nous constatons actuellement une certaine pénurie, mais elle n'est pas critique. Ces frappes tentent de créer les conditions pour lancer des négociations avec des termes qui soient favorables à notre ennemi. Nous ne leur laisserons aucune chance. Aucun de ces raids terroristes n'a la moindre influence sur la situation du front. Aurélien Duchesne, on vit des heures incroyables. Il faut voir les images de ces bombardements pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. La raffinerie de Slaviansk qui est frappée, elle a été frappée donc par l'Ukraine, c'est l'une des plus grandes du sud de la Russie. En ce moment, l'Ukraine frappe tous azimuts, partout, en Crimée, en profondeur de la Fédération de Russie. 213 drones ukrainiens interceptés dans plus d'une dizaine de régions de Russie, dont celle de Moscou. Et là, on vient de l'entendre, Vladimir Poutine qui reconnaît le président de la Fédération de Russie, une des 5 puissances nucléaires sorties de 1945, qui reconnaît que son pays est en difficulté. Absolument, même si Vladimir Poutine et cette communication disent que la situation est non critique, pour qu'ils en viennent à parler de pénurie, c'est que la situation est plus que critique. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez aujourd'hui la réalité en Russie, vous avez sur VKontakte, Telegram et tous ces réseaux sociaux utilisés en masse, des milliers de vidéos de Russes qui demandent « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar dans les rues de Moscou ? On a des volutes de fumée dans la banlieue de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Poutine ne peut plus cultiver ce village Potemkin où la guerre n'existe pas et n'entre pas dans le quotidien des Russes. Ça, c'est terminé. La guerre, elle est entrée dans le quotidien des Russes. Les journalistes, vous savez, ils sont primitifs. Ils utilisent beaucoup le mot historique. Mais là, pour le coup, ça l'est vraiment. C'est-à-dire, la Russie, depuis 1945, jamais elle n'avait été prise à partie sur son propre sol. Non, tout à fait, avec une certaine ampleur, parce que effectivement les villes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et à des moments symboliques, c'est-à-dire quand Vladimir Poutine réunissait ce que certains appellent le Davos russe, mais qui en tout cas est la vitrine économique de Poutine, c'est vraiment humiliant pour lui, et c'est vrai qu'il n'a pas connu ça. Le pacte avec la population, c'est un régime qui est un régime autoritaire, mais c'est un régime stable et économiquement solide. Et pour le moment, tout ça est en train d'être mis à mal. Vladimir Poutine, il faut toujours le rappeler, a été très populaire quand il est arrivé au pouvoir, mais il y a 25 ans maintenant. C'est en train de se gâter de manière assez vertigineuse. Regardez les files d'attente. Les Russes constatent que la guerre ne se passe pas du tout comme on le leur avait promis. Et les habitants, ceux qui arrivent à trouver du pétrole, ironisent même sur le thème « Ah, on est riche, maintenant on a du pétrole ». Regardez ces files d'attente qui n'en finissent plus et écoutez cette femme. Renaud Girard, il y a là quelque chose de vertigineux pour Poutine. Il faut imaginer au Kremlin l'ambiance ce soir où il est obligé, devant les caméras, de dire « Oui, c'est vrai, c'est que ma guerre se passe mal ». Vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, il a été très populaire parce que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, il y avait un chaos gigantesque en Russie. Et il a remis de l'ordre. Il y avait de la criminalité à Moscou, il a remis de l'ordre, il n'y en a plus aujourd'hui, etc. Les retraites n'étaient pas payées, il a fait en sorte que les retraités soient payés, etc. Il a remis de l'ordre dans le pays, et il en a fait,
un pays, disons, normal dans la vie de tous les jours. Effectivement, vous allez prendre votre voiture, vous pouvez prendre l'essence. C'était le pacte dont parlait... Oui, c'était le pacte dont parlait l'ambassadrice. Donc voilà. Et le fait qu'aujourd'hui, après 25 ans de pouvoir, il a eu des ambitions, il aurait dû s'en tenir à ses ambitions de développer la Sibérie, etc. Mais après, il s'est mis dans ces histoires de guerre. Et qu'aujourd'hui, vous imaginez la régression, on arrive... C'est des scènes, mais qui n'existaient pas dans le chaos dont j'ai parlé entre 1991 et 2000. On arrive à des scènes comme celle-là que vous montrez à l'écran. Ça lui revient dans la figure. La guerre lui revient dans la figure. Ça lui revient à la figure. Et là, à mon avis, c'est dangereux pour lui parce que les Russes n'aiment pas les perdants, n'aiment pas les losers, et peut-être qu'un jour. Les soldats pourraient se retourner contre lui. Et on parlera de ça. Il y a des signes. En 1917, les soldats s'étaient retournés contre les Romanov qui étaient en train de perdre la guerre contre l'Allemagne. Et on y reviendra dans quelques instants puisqu'il y a beaucoup de signes. Alors, ça peut être demain comme ça peut être dans 5 ans, mais il y a beaucoup de signes de très grand mécontentement, y compris dans l'armée. Absolument. Et de l'autre côté ukrainien, la rationalité, c'est de pousser les Russes à bout de patience. J'ai vu, il y a 3 jours à Kiev, des immeubles se prendre des missiles. Il y a l'idée maintenant que si on frappe suffisamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, non pas sur des immeubles, sur des maternités ou des hôpitaux comme le font les Russes, mais sur les infrastructures énergétiques ou les échanges autoroutiers, il y a l'idée qu'à un moment, Poutine sera acculé face à 2 solutions. Soit il mobilise massivement la population, alors que jusqu'ici, il a réussi par tous les moyens détournés à éviter une mobilisation, soit il est poussé à négocier. Et le pari des Ukrainiens, c'est que les Russes finissent par en avoir assez de la guerre. Avançons et écoutons cette autre déclaration de Poutine, encore plus incroyable. Il est devant son parti, le parti Russie Unie, je crois qu'ils ont 70% des sièges au Parlement. Il est tout puissant, il a verrouillé tout ça, mais il est forcé d'avouer devant ses propres troupes que les choses se passent pas si bien. Et observez bien la scène. Au premier rang, il y a notamment Medvedev. Tout ce régime est en train de se dire il se passe quelque chose là en notre défaveur. Le congrès de Russie Unie, notre principal parti politique, se tient à un moment difficile, voire décisif pour l'avenir du pays, à une période de transformation fondamentale et systémique du monde entier. Nous traversons une période difficile, une étape difficile, mais elle nous a beaucoup appris et nous a permis de saisir l'essence même de ce que signifie être citoyen russe. C'est dur, quand on est à faire de la langue de bois pour dire on a beaucoup appris, c'est comme pour les politiciens occidentaux, c'est la même langue de bois. Il dit période difficile, étape difficile. Là, on a le tsar russe, un des hommes les plus puissants du monde, qui est, de fait, c'est le mot que vous utilisiez, humilié. Oui, et d'autre part, il sait très bien que il est arrivé à un point où le mécontentement populaire, ça, il s'en fiche, mais le mécontentement dans les cercles qui vivent la vie des privilégiés russes à Pétersbourg et à Moscou, ça peut vraiment changer la donne. Il y a eu une tentative il y a quelques années. Contre lui, c'était Prigojine, le patron de Wagner, et il l'a fait tuer en sabotant son avion. Ça a été extrêmement radical. Et ça voulait dire aussi qu'il considérait que c'était vraiment une menace. Mais là, il tenait la situation. Quand on tue son adversaire, c'est qu'on tient la situation. Oui, si on peut dire. Et là, la question qui se pose, c'est tous les Russes qui sont encore une fois dans ces bulles privilégiées qui sont la vitrine de la Russie à l'extérieur, parce que on prend même pas le train, on prend le métro à 30 km de Moscou et brusquement ça redevient le pays difficile, etc. Mais pardon, moi je suis surpris que vous ne soyez pas davantage surpris, qu'on se représente bien la chose. Imaginez un instant si à la place de la Russie, c'était les États-Unis, c'est-à-dire si Washington était bombardé, New York est bombardé, c'est après comparaison. Washington n'arrivait pas à gagner la guerre contre le Mexique, quoi. Oui. Voilà. Et était bombardé, c'est exactement ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Vladimir Poutine n'ait pas anticipé ces bombardements, parce que la stratégie visant les installations énergétiques russes, la stratégie ukrainienne, elle est avouée, elle a été déclarée depuis 2 ans. Et donc, Mais comment est-ce possible, pardon, rappelez-vous, pendant toute la guerre froide, si l'Union soviétique a été bombardée, on se serait dit à l'époque, ça y est, c'est parti, c'est la 3e guerre mondiale. C'est inimaginable qu'ils puissent supporter une situation telle. Oui, et puis c'est la preuve qu'ils n'ont pas les moyens de riposte et qu'aujourd'hui, ils sont démonétisés sur le plan militaire et du point de vue au moins de la dissuasion conventionnelle. Mais il y a une chose
chose qui est vraiment fascinante. En 2014, Vladimir Poutine, il avait absolument tout. Il avait tout gagné. Il avait la Crimée, etc. Il pouvait s'arrêter là. Il avait une aura internationale. Personne n'avait protesté. La lâcheté avait prévalu. Invité partout. Et il était invité partout. On a renoué avec lui en 2018, puisque moi, quand j'étais à 2018-2019 à Berlin, j'ai eu l'autorisation de retourner à l'ambassade de Russie. À Versailles. Et puis il a été, c'était invitation à Versailles. Il est invité à Versailles, même en mai 2017. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le coup de trop. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne sait pas jusqu'où ne pas aller. Et c'est ça qui le différencie quand même. Alors, de Trump, auquel je ne reconnais pas beaucoup de qualités. Regardez, mais on aura tout vécu. Un éloge de Trump par le général Richoud. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà, je suis obligé de... Il n'a qu'une qualité, c'est de savoir où ne pas aller trop loin. J'allumerai un cierge à Sainte Rita pour vous, parce que vraiment, pour moi, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est la seule qualité que je reconnais. Il y a eu l'effet Covid quand même, effectivement, et l'isolement psychologique, psychique, géographique, où il ne parlait plus à personne. Les oligarques ne pouvaient plus le voir parce qu'ils devaient s'isoler complètement pendant 15 jours et ensuite hurler au fond d'une pièce. Et c'est là qu'il a commencé à dériver un peu, à lire ses livres d'histoire, à réinventer l'histoire. Il s'était dit à ce moment-là que les Américains avaient totalement échoué en Afghanistan et donc il n'interviendrait pas. Et effectivement, il a tout perdu. Il avait tout. Il avait la considération internationale, il avait eu un sommet africain, il avait cette relation avec l'Asie, même avec le Japon, malgré les Kourils. Les pays du Moyen-Orient disaient que Moscou était devenu la nouvelle Mecque du Moyen-Orient. Non mais c'est effectivement, et là, finalement, il a tout détruit. Que va-t-il faire maintenant ? Il n'y a pas 1000 solutions. Ou bien il cède, il essaie de faire des concessions à négocier, ou bien il va plus loin dans la guerre et dans une sorte de contre-attaque ou de vengeance. Écoutez, l'indice qu'on a ce soir, première réaction en quelque sorte, puisque avant même les 40 jours fixés par Zelensky, il semble être prêt, écoutez bien la déclaration qui suit, elle est un peu ambiguë, à une discussion. Il y a de nouvelles propositions, dont certaines que je vais vous dévoiler. Par exemple, un arrêt mutuel des frappes en profondeur sur le territoire de l'autre. La raison de cette proposition est claire. Nos frappes en profondeur sur le territoire ukrainien sont bien plus puissantes, plus percutantes et plus destructrices, ce qui entraîne des conséquences vraiment graves pour le régime de Kiev. Voilà, dans les cours de récréation, on dit pouce, c'est-à-dire tout à coup, quand on dit attendez, là, ça va un petit peu trop loin, il est le président de la Fédération de Russie, un des hommes les plus puissants du monde, est en train de dire pouce. Oui, il est en train de dire pouce, c'est vraiment très étonnant, après avoir dit c'est difficile plusieurs fois. Et aujourd'hui, il semble prêt il a un principe de réalité, quand même, il est peut-être pragmatique, il se rend compte que ça ne va pas, mais honnêtement, moi, je ne le vois pas s'arrêter. C'est-à-dire que quand il va vouloir relancer les négociations, le danger, c'est qu'ils disent on négocie avec un ultimatum, vous me donnez les oblasts et on n'en parle plus et match nul, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Alors qu'en fait, moi, je crois que il ne sait pas s'arrêter là. Il ne veut pas. Il veut avoir le dernier mot. J'ai peur qu'il ne sache pas s'arrêter. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète ? L'autre discours, ce serait de dire moi, je vitrifie Kiev si vous continuez à faire ce que vous faites, je ne l'accepterai pas un jour de plus. Il n'essaie même pas de le dire. Non, parce que ça ne serait pas crédible. En réalité, on parle toujours de nucléaire en Russie, Medvedev plus que lui, qui est quand même raisonnable et qui connaît la grammaire du nucléaire, parce qu'il risque d'être détruit à son tour. Donc ce n'est effectivement pas le sujet. Mais quand il propose en fait un accord, c'est un accord extrêmement limité sur les frappes dans la profondeur. Parce que les frappes dans la profondeur, c'est très dur effectivement en Ukraine, mais là, ça le met en cause vis-à-vis de sa population et de son armée, qui disent mais que fait Poutine ? Il n'est même pas capable de nous défendre. C'est quand même, accepter de négocier en position de faiblesse, ça paraît inimaginable. Mais là, ça serait uniquement partiel. Ouais. Et pour le reste, ça ne veut pas dire qu'il acceptera de céder. Oui, c'est ça, surtout qu'il a laissé passer une occasion en or il y a un an, quand Donald Trump lui a fait cette offre incroyable de lui dire bon, on arrête là, c'est la ligne de cessez-le-feu, un feu qu'on a fait en Corée en 1953, on arrête tout. Et puis vous commencez à discuter entre vous. Et nous, les Américains, eh bien, nous faisons du business avec vous. Il n'y a plus de sanctions, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas de tribunal international. D'ailleurs, nous, les Américains, ne reconnaissons pas le tribunal pénal international. Et on y va.
Et sans doute que l'Europe aurait suivi les États-Unis à l'époque. Et surtout, là, on a une administration... Là, sans doute que ces généraux lui avaient menti, lui dit, vous savez, prendre la totalité du Donbass, mais c'est vraiment à portée de main. Et il a refusé l'offre en or de Trump. Et dans la photo que vous montrez là, il a l'air, Vladimir Poutine, extrêmement soucieux. Oui. Lorsqu'il débarque de son avion, il y a de quoi. Mais comparez l'image à il y a un an, lorsqu'il débarque de son avion, c'était pendant l'été, je me souviens, pour serrer la main à Trump à Anchorage, c'est en Alaska. Il était beaucoup plus souriant, beaucoup moins soucieux. Oui, et on le comprend. Oui. En tout cas, regardez les bombardements sur la Crimée, parce que là, c'est le nœud de l'affaire. Rappelez-vous, depuis le début, Zelensky disait la guerre a commencé en Crimée, elle finira en Crimée. Comme vous le rappeliez, général, au fond, la Crimée, les Occidentaux l'avaient passé par perte et profit. Non, l'Ukraine réattaque en Crimée de manière systématique. Petit point militaire, expliquez-nous exactement ces images à l'appui, ce qu'ils sont en train de faire, Aurélien. Ils sont en train de détruire la logistique des Russes, à 2 niveaux. D'abord, ils vont taper de grandes cibles, la voie ferrée sur le pont de Kerch par exemple, mais ils vont aller jusqu'à frapper sur les routes des cibles mobiles. C'était inimaginable en termes de ciblage et de frappe il y a 2 ans. Désormais, vous avez des dizaines de drones ukrainiens qui, avec un excellent renseignement, vont aller jusqu'à taper des camions militaires. On voit ici les convois, si je comprends bien, de citernes. C'est ça qui est frappé là, c'est ce qu'on voit ici. Au point qu'on a même. Il frappe aussi les camions. Ouais. Il frappe absolument tout. Mais c'est parce que c'est aussi la faiblesse de la Crimée. La Crimée a assez peu de voies et de voies ferrées qui permettent de la ravitailler. Donc en fait, à un moment donné, s'attaquer à la logistique, c'est étrangler la Crimée parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que même ils tapent sur les bateaux maintenant. Il y a des ferries, il y a au moins 3 ferries l'autre jour. Restons bien sur l'image, ce qu'on voit à l'image. J'aimerais bien votre explication là-dessus. Les avions, les drones visiblement volent en paire. S'il y en a qui tape et l'autre qui filme. Et sans doute qu'en fait, aujourd'hui, ces drones, la technologie ukrainienne a tellement progressé en 3 ans de guerre, en 4 ans de guerre, c'est que sans doute ces drones sont en fait guidés par l'intelligence artificielle, par des reconnaissances et ils se permettent de filmer. Il y en a un autre, comme les avions, si vous voulez, en paire, qui filment la frappe. C'est étonnant. Oui, absolument. Et les Russes sont en train de maquiller des camions militaires en camions civils parce qu'ils ont peur de ça. Pour donner la précision désormais de ces drones dopés à intelligence artificielle, ils ont même entraîné par l'IA des drones aller dans le canon des chars. Donc là, ce qu'on voit là, vraiment, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à comprendre quoi là. Ça, ce qu'on voit à l'image, on le sait vraiment, casser la logistique pour faire de la Crimée une île. Mais non seulement, exactement, pardon d'insister, mais j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez ce qu'on voit exactement là. Alors, là, c'est sur une voie ferrée, ils sont en train de casser des citernes. Et ils sont aussi, quand on voyait des images de camions, ça va être des camions qui transportent soit des troupes, soit du matériel. Pourquoi ? Parce que les Russes ont compris que frapper les voies ferrées, ça les oblige à diversifier, à aller emprunter les voies routières avec des camions, et les Ukrainiens frappent aussi les camions. L'opérateur de drone qui a ça sur son viseur. Pardon, il est où il doit avoir un viseur comme ça là, comme. Ah mais non, mais souvent ils sont depuis Kiev. J'en ai rencontré depuis Kiev qui frappent la Crimée. Ils peuvent faire ça ils peuvent faire ça à la limite s'il y a une bonne liaison internet. Ce que rappelait Xavier Vittelman hier, c'est qu'ils peuvent faire ça même de France. Donc vous pouvez très bien s'installer dans votre studio et si vous avez la liaison avec ça, piloter votre affaire. Les Américains tapaient les talibans en Afghanistan. Moi j'ai beaucoup couvert la guerre depuis le Nevada. Ça. Voilà. Alors parfois d'ailleurs c'était trop automatisé. Il y avait des grosses erreurs parce qu'on tapait, en fait, on croyait que c'était un rassemblement de soldats parce qu'il y avait ça et c'était une fantasia pour un mariage. Voilà. Non, les Américains. Ce qu'il faut rappeler là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a tapé les voies ferrées, le transport par voie routière est beaucoup moins performant. Vous voyez, quand on est avec un 30 tonnes, c'est pas un train avec 10 ou 15 citernes. Ce sont des milliers soit de mètres cubes, soit de munitions qu'on ne peut pas transporter. Et donc là, on affaiblit considérablement la logistique. Ils ont un moyen de propagande exceptionnel, parce que tout ça, ça va être évidemment diffusé sur nos chaînes, mais aussi sur les chaînes ukrainiennes, donc ça va rebooster le moral ukrainien. Et puis aussi, je parle sous votre contrôle, mon général, il y a un retour d'expérience militaire très précieux, grâce à cet autre drone qui filme l'action de guerre. Mais souvent, c'est le même drone. Ils ont aussi des satellites. Enfin, il y a sans doute plein de moyens de le faire. Mais il n'est pas impossible aussi que là, vous voyez, quand il cible un camion, il ne sait pas qu'il va cibler ce camion. Il va rôder sur la route et puis c'est de la cible d'opportunité. C'est des killing box en fait. Oui, comme on fait avec les hélicoptères dans la latte française. Et c'est du tir à tuer. On va dans une zone et puis là, on se fait
absolument. Leur tactique, tout ce que l'on peut détruire, on le détruit dans un espace qui vous est donné, qui est à vous pour tuer. Poutine a-t-il peur pour lui-même, pour sa propre sécurité, voire pour sa survie, alors politique, voire pour sa survie physique? Regardez les images de Poutine. Il a remis des médailles, il a commémoré la résistance soviétique contre l'attaque des Allemands en juin 1941. Est-ce qu'il est personnellement visé? Très exactement, est-ce que, par exemple, les services ukrainiens, d'après vous, essaient de le tuer? Et est-ce que les Occidentaux pourraient les aider ou laisser faire? Ou certains d'entre eux, notamment vos amis anglais, Anne-Elisabeth? Si quelqu'un devait les aider, ce serait effectivement mes amis anglais. Mais il est menacé et je ne pense pas encore que ça va se passer comme ça, parce qu'en réalité, il est menacé par son entourage. Il est menacé par toute une classe dont il a obtenu l'acquiescence par le fait qu'il leur a rendu la vie facile. Alors que ce soit des gens normaux comme les gens à qui il a offert des appartements tout neufs construits à Mariupol après l'avoir détruit la ville ukrainienne, que ce soit les gens de Moscou qui trouvaient ce qu'ils voulaient dans les magasins et dont les enfants avaient bien éduqués, je veux dire par là dans des bonnes universités, avaient des jobs tous immédiatement, et à tous les niveaux, il s'est développé en Russie une espèce d'individualisme glouton, je veux dire de consommation uniquement, qui n'avait rien d'idéologique. Et ces gens-là, quand on leur arrête brusquement ça, ou quand il y a des bombes qui explosent dans le voisinage, à ce moment-là, ils trouvent que c'est raté. Il n'y a rien d'idéologique dans tout ça. C'est vraiment de l'intérêt immédiat. Il y a un fond paranoïaque. Il l'a dit d'ailleurs dans certaines interviews, quand on est agent du contre-espionnage, parce que c'est la première formation de Poutine, on est paranoïaque par métier. Ça fait partie comme journaliste curieux, l'agent du contre-espionnage, il est paranoïaque par métier. Quand on voit la galerie de tous ceux qui ont disparu et que les Occidentaux ont poussé soit vers la sortie, soit vers la tombe, il faut le dire, souvent avec des moyens illégaux, des coups de main, des manœuvres, etc. Kadhafi, Khamenei, c'est le dernier en date, Milosevic, Bachar el-Assad, Saddam Hussein, Nicolas Maduro, tous ces gens-là étaient des correspondants de Poutine, des amis, entre guillemets, au sens politique. Est-ce que, d'après vous, Poutine se dit « Ah, il est possible que je sois le prochain sur la liste » ? Oui, il peut pas faire confiance, même à ses amis africains, ou ses amis en Asie, ou à ses amis chinois. Il peut pas faire entièrement confiance. Et il peut pas faire confiance aux Russes. Milosevic, dont vous avez montré le portrait, et il a été donné par les Serbes eux-mêmes, si vous voulez, par le gouvernement qui a... Et, il y a une partie de son monde qui s'écroule. C'est tout à fait son monde qui s'écroule, et surtout qu'il avait noué, on peut dire, des liens assez amicaux avec Poutine, et là, avec Trump, pardon, et Trump, vous avez vu les dernières déclarations de Trump est en train de revenir vers le camp occidental, faire revenir, c'est le président Macron qui a obtenu ça. Trump a dit non, moi je souhaite la victoire de l'Ukraine, pas la victoire. Il a dit se débrouille bien. Avec une formule très laudative. Une admiration, et d'après le président Macron, vraiment, Trump est revenu dans le camp occidental dont il s'était un peu... Vous êtes plus sceptique, Oui, moi je suis plus sceptique parce que d'abord, Trump change souvent d'avis, et c'est le dernier qui a parlé. Là, il va envoyer Witkoff et Kushner, donc on verra bien ce qu'il en sortira. Il y a deux types d'opposition en Russie. Il y a ceux qui en ont assez de la guerre parce qu'ils en souffrent, ceux qui ne veulent pas être mobilisés, bien évidemment, mais il y a ceux qui voudraient que Vladimir Poutine tape plus fort contre les Ukrainiens. Et c'est ça les critiques les plus fortes. Et c'est pas les démocrates, les libéraux qui vont... Non, mais il y en a, mais soit ils sont en prison, soit... Ils sont partis. Ils sont partis. Certains font le gros dos aussi, mais même les oligarques qui sont profondément européens, ils aimeraient bien que ça s'arrête. Ils n'ont aucun pouvoir sur Vladimir Poutine. Ils veulent revenir à Courchevel, à Monaco. Et c'est pas eux qui... Il y en a beaucoup à Monaco. Et c'est pas eux qui vont faire un coup d'État. Donc si jamais il y avait quelque chose, ça viendrait plutôt de la tendance la plus ultra... Non, parce qu'il y a quand même une différence entre la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, puis quand même avec 6000 têtes nucléaires, et puis Kadhafi ou même un Khamenei. Donc je ne pense pas, et je ne pense pas que les Européens ou les Américains considéraient que c'est de leur intérêt d'éliminer un chef d'État, et après ça mène à tout et à n'importe quoi dans le monde, s'il n'y a plus aucune règle. C'est pas dans la tradition, vous savez, même les Anglais en 1939, il y a des hauts gradés, des généraux allemands
qui pouvaient voyager très facilement. Je parle du début de l'année 1939, qui s'était rendu en Angleterre et qui avait proposé de faire un complot contre Hitler. Et en fait, personne n'a voulu les recevoir parce que c'était des militaires. Finalement, le seul qui les a reçus leur a dit non, en fait, vous êtes des militaires. Les Anglais avaient un très mauvais souvenir de la guerre de 14, qui avait 20 ans, qui avait fini 21 ans auparavant. Ils avaient dit non, nous préférons négocier avec le chancelier Hitler, etc. Pour eux, on parle de 39 là. L'Angleterre n'aimait plus beaucoup l'Allemagne nazie, mais c'était quand même une autorité politique. Nous préférons. Et donc ils n'avaient même pas soutenu un complot de militaires allemands qui trouvaient que Hitler allait beaucoup trop loin, notamment lorsqu'il a pris Prague, lorsqu'il n'a pas... Revenons aujourd'hui, vraiment, regardez ces scènes incroyables en Russie où un certain nombre de militaires, alors c'est encore très minoritaire, mais se affichent leur opposition. Il y a notamment le cas de ce Alexander Lounine, qui est devenu en quelques jours une sorte de vedette des réseaux sociaux en Russie, puisqu'il s'élève, alors il appelle, il demande une audience à Poutine. C'est le style russe, il n'est pas dans l'opposition totale, il dit au tsar, écoutez-moi, aidez-nous, écoutez-le. C'était l'appel à Staline. C'est-à-dire des gens qui étaient les victimes de Staline, pensaient que Staline ne savait pas, et donc on appelait au bon tsar. Mais là, il y a une forme d'hypocrisie, parce que ce général le sait très bien, c'est juste dans la forme. Cela dit, Poutine a très bien compris, puisque ce général est en détention. C'est ça, il a été convoqué, regardez, là on a l'image, il a mis toutes ses médailles, il interpelle évidemment Vladimir Poutine. On va d'abord écouter en quels termes. En ce moment même, des dizaines, des centaines, des milliers de nos soldats croupissent en prison, punis par leur propre commandement. Ils sont assis là à pourrir. Et finalement, ils sont liquidés et portés disparus au combat. Vladimir Vladimirovitch, prêtez attention à ceci. Invitez-moi à vous rencontrer. Les conséquences seront très graves. Si je ne me rends pas bientôt au Kremlin pour m'exprimer en direct à vos côtés, l'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Voilà, il dit quand même... C'est de 1917, là, c'est exactement ça. C'est l'armée qui retourne ses armes contre les Romanov. Il n'est pas tout à fait tout seul, puisqu'il y a, on va voir quelques images, il y a des soldats sur le front qui soutiennent Lounine et qui vont dans son sens, qui disent « Nous demandons un entretien direct entre Alexander Lounine et Vladimir Poutine. Nous demandons la vérité, sinon nous retournerons nos armes contre ceux qui nuisent à nos propres soldats. » Là, pour la première fois, il se passe vraiment quelque chose d'assez important de ce point de vue-là. Et la suite de l'histoire, c'est que Lounine donc a été convoqué à Moscou. Il a été présenté à un juge et condamné à une peine administrative, je cite, pour avoir montré des symboles extrémistes, selon les informations publiées lundi sur le site du tribunal. Donc le régime est en train de... c'est pas prendre à la légère. Si vous voulez. Et la révolution de 1917 a commencé précisément par une mutinerie. Quand... les soldats disent, les officiers nous maltraitent, etc., et on va retourner nos armes contre le commandement, ça s'appelle une mutinerie. Et dans l'histoire, le régime des Romanov, qui était au pouvoir depuis 3 siècles à Moscou, enfin Leningrad et Moscou, eh bien, il est mort d'une mutinerie. Oui, c'est d'autant moins à prendre à la légère ce qui se passe. Il n'y a pas eu les mutineries françaises se sont arrêtées comme ça. Oui. Moi, je crois qu'il est quand même très, très, très difficile de tirer de 2 vidéos l'idée que l'armée russe est en train de se soulever. Quand même. Ça non, mais là aussi ça veut dire qu'il y a un mécontentement. Mais de là à pouvoir faire de la sédition, moi, je suis quand même très, très prudent sur les conclusions qu'il faille tirer de vidéos comme ça. Vous avez raison. Il y a 1 million de casualties, c'est-à-dire de gens qui sont soit blessés en étant totalement incapacités, souvent estropiés, et de morts depuis le début de la guerre en Ukraine. Et d'autre part, leurs familles, très souvent, n'entendent même pas ça. On leur dit même pas qu'ils sont morts parce que on ne veut pas payer la prime. L'espérance de vie d'un jeune qui a été conscrit et qui est envoyé au front, c'est quelques jours et ensuite quelques heures quand il est directement à la bataille.
bataille. Ils sont pas formés, leurs uniformes ont été volés par leurs généraux. La situation est une situation qui s'est détériorée d'une situation qui était déjà assez horrible et qui ressemblait au front de 1917. Et les conditions des soldats au moment où ils ont fini par pousser à la révolution. Et les généraux se rendent bien compte qu'ils n'ont plus de troupes. D'abord, ils ont envoyé tous les gens de nationalité, puisque c'est un pays divisé en ethnies, la Russie. Ils ont envoyé des Bouriates, ils ont envoyé des Kirghizes, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient de pas russes et blancs, et ils les ont envoyés les premiers. Ils se sont fait tuer. Il y a des gens qui ont fait des statistiques, notamment à George Washington University, avec un scientifique remarquable qui s'appelle Kamil Galeyev, où ils ont obtenu par les Ukrainiens la totalité des noms des conscrits de l'armée russe et où ils étaient affectés. Et ensuite, ils ont fait les études statistiques pour montrer que 80% des morts n'étaient pas des Russes ethniques. Ouais. Et tout ça remonte au fur et à mesure. Et l'armée elle-même se rend bien compte que si elle n'a plus personne à envoyer au front, que la conscription est extrêmement difficile, que les jeunes essayent de s'enfuir et que les minorités ethniques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, parce que vous avez des Kazakhs à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des Bouriates à l'intérieur et à l'extérieur, se rendent compte que c'est chez eux qu'on va massacrer les gens. Et tout ça, ça fait une situation qui est explosive. Et ce qui est d'autant moins à prendre à la légère, c'est que d'habitude, depuis 2022, les grognes à l'intérieur de l'armée sont étouffées par le reste de l'armée elle-même, les autres soldats qui disent « vous êtes des traîtres oui. ». On avait eu quand même une première alerte à l'été 2023, avant le coup d'état de Prigojine, c'est qu'au moins Wagner pouvait servir de sas. Il y avait beaucoup de critiques remontées par les soldats qui votaient avec leurs pieds, entre guillemets. Ils voulaient passer de l'armée régulière à Wagner en estimant être mieux traités et moins envoyés au massacre pour rien. Et ce qu'on voit beaucoup sur notamment Vkontakte, qui est vraiment le grand réseau social en Russie, c'est qu'on a enfin, ce qu'on attendait depuis 4 ans, les mères de famille qui commencent à grogner. Parce que jusqu'ici, ça fait 4 ans qu'on disait, vous allez voir, le jour où les veuves ou les mères de soldats battent le pavé, ce n'est fini pour Poutine, ce n'est pas arrivé depuis 4 ans, et là, ça peut commencer. Et avançons, puisque les choses sont en train d'avancer. C'est un Poutine qui semble vouloir ployer les épaules, en tout cas en partie, on a entendu, il est prêt, semble-t-il, à négocier, en tout cas en partie, et surtout, il en appelle à Trump. Ce que vous allez entendre est tout à fait frappant. Il dit, nous attendons les Américains pour négocier, et notamment ceux dont vous parliez, Witkoff et Kouchner. Une fois que les événements de la phase critique concernant le volet iranien auront pris fin, nous attendons la visite de représentants américains avec lesquels nous avons discuté à plusieurs reprises à Moscou. Представители администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждения. Et nous sommes prêts à poursuivre les négociations et à discuter de tous les détails et modalités qui avaient été abordés. Если нет договоренности, то обсуждаемых тем больше. Trump en arbitre, la séquence est assez folle. Hein. Oui, c'est son espoir. Là, visiblement, il met espoir, il fonde espoir sur Trump. Oui, parce qu'en fait, Trump avait proposé effectivement un sommet, et puis Zelensky lui-même a proposé de rencontrer Poutine sur le sol américain. Parce que c'est vrai que Trump pourrait très bien être le médiateur. Il connaît bien Zelensky, il connaît bien Poutine, et c'est un retour en arrière terriblement humiliant pour Poutine, qui a refusé publiquement une offre américaine pourtant très généreuse. Et l'offre là qu'il va avoir sera certainement moins généreuse que celle que lui a proposée Trump il y a 1 an. Oui, quel est le Poutine qu'on a là d'après vous ? Est-ce que c'est le Poutine il y a eu plusieurs Poutines dans l'histoire. Il y a eu un Poutine assez habile, qui savait parfois reculer, parfois en Syrie, je ne sais pas si vous vous rappelez son intervention en Syrie, où quand il a vu que ça marchait pas très bien, il a reculé, il a essayé, etc. Et il y a le Poutine plus idéologue qui a tenté le coup d'Ukraine avec quand même pas mal d'erreurs. Hein. Non, Jacques, on a le même Poutine qui ne comprend que la force. À force de la répéter, ça ressemble à un slogan, mais là, on en a la preuve. Quand les Ukrainiens sont en train de détruire 30% des raffineries russes, est-ce que la Russie a atomisé Kiev ? Comme tant de gens nous disent depuis 4 ans, mais si les Ukrainiens frappent la Crimée, ça va être la 3e guerre mondiale. Si on donne des avions de combat ou des chars modernes aux Ukrainiens, Poutine va envahir les pays baltes. Non, Poutine plie face à la force. Vous avez cité le cas de la Syrie.
Quand en 2013, on dit ligne rouge face à Bachar el-Assad et qu'on recule, eh bien Poutine a pris l'espace. Quand en 2014, Madame Merkel notamment et Barack Obama, qui refusent d'armer les Ukrainiens, ce que Trump a fini par faire lui en 2017, recule. Vous n'avez jamais pardonné ça. Hein. Il est très rancunier, il est comme vous. Non, j'essaie d'être il est très rancunier. J'essaie d'être équilibré, c'est-à-dire lui un peu néoconservateur, vous vieille garde anti-intervention, gaulliste, oui, vieux gaulliste. Je suis gaulliste plus que néoconservateur. Je suis pas néoconservateur. Simplement, là, on a un Poutine qui à chaque fois ploie les chines quand on frappe et quand on laisse les Ukrainiens aller au bout. Et c'est pour ça que les Ukrainiens veulent qu'on leur lâche la bride. Moi, j'ai entendu certains connaisseurs de Poutine qui disent, au fond, il a plus le caractère policier que le caractère militaire. Le caractère policier, c'est le caractère qui sait aussi reculer. Oui, alors, militaire, un peu moins. Non, mais bien sûr, parce qu'il sait mieux tenir son pays que faire la guerre. Et c'est ça le vrai drame. C'est-à-dire que quand les dictateurs, et c'est vrai pour Trump aussi, prétendent ne pas écouter leurs officiers, parce que les officiers russes, ils sont bien formés, ils savent qu'il y a des limites à la force militaire. S'ils ne les a pas écoutés, ça donne ça. Et ce qui est fascinant... Il faut toujours chauffer les militaires contre les policiers et vice-versa. Ils se détestent en général, c'est simple. Pas du tout. Non. Moi, j'ai de la police dans ma famille, vous savez, donc il n'y a pas de souci. Mais ce qui est vraiment intéressant, là, c'est qu'il n'a plus d'options. Et quand on n'a plus d'options, on subit. Et il a perdu sa liberté d'action. Alors peut-être temporairement, on verra. Il a repris la main après les revers de fin 2022. Mais là, militairement, les options se sont raréfiées et on sent quand même qu'il a une période de doute parce que on sent qu'il hésite et qu'il ne sait pas trop bien ce qu'il faut faire. Quand il commence à en appeler Trump avec, et il va attendre un petit peu, parce qu'ils sont partis à Doha, là, les pieds nickelés de la négociation, Witkoff, Kouchner et puis et voilà avec Vance. Donc les États-Unis sont certainement pas en mesure de mener une médiation en Russie aujourd'hui. C'est très rare. Vous avez raison. Les pays qui ont perdu, les grandes puissances qui ont perdu leur liberté d'action. J'en connais depuis 1945 des puissances victorieuses. Alors la France à l'époque était. Je connais la France qui a perdu ses libertés d'action après la défaite de Dien Bien Phu en 1954. Elle a été contrainte aux négociations de Genève. Mais à part ça, l'Angleterre n'a jamais réellement perdu sa liberté d'action. On peut dire qu'elle s'est affaiblie. Elle s'est alignée quand même. Elle s'est alignée à Suez. Donc elle s'est quand même perdu sa liberté d'action quand on s'aligne derrière. S'aligne à Suez, vous avez raison. Avec la France et Suez, c'est vrai. Vous êtes vraiment pas gentil de dire ça devant une Anglaise, franchement. Mais si vous voulez, là, l'Amérique a fait beaucoup de bêtises, etc. L'Amérique, ou même d'ailleurs la Chine, n'a jamais perdu sa liberté d'action. En tout cas, on revient, qu'on comprenne bien celles et ceux qui nous rejoignent, on est toujours en direct, on vit un moment historique, et le mot n'est pas galvaudé, où la Russie, qui a été une des puissances victorieuses, rappelez-vous en 1945, la gloire immense de Staline, c'est un pays qui a bénéficié d'une gloire gigantesque alors, et qui aujourd'hui est défié. Des conquêtes gigantesques sur son propre sol. Les conquêtes territoriales. Il y a les conquêtes territoriales. La Russie avance, je sais pas, 500 kilomètres, et ils prennent tous les pays de l'Est. La Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, soit en esclavage. C'était une avancée exceptionnelle. Et ici, c'est comme si le déclin, alors l'immense déclin de 91, quand l'Union soviétique a explosé, mais là, pour l'instant, on verra ce qui arrive, mais c'est comme s'il y avait un coup de supplémentaire d'humiliation. Il y a un coup de râteau, il y a deuxième effet rasoir, vous voyez, qui effectivement. Mais regardez bien, depuis 100 ans, la Russie a perdu des millions de kilomètres carrés parce que l'on dit en 45, ils étaient au sommet de leur gloire, mais ils n'étaient pas dans les frontières du tsar. Et bien loin de là, des millions de kilomètres. Mais pourquoi ils se sont jetés sur la Finlande en 39 ? C'est parce que la Finlande, elle avait un statut particulier, mais elle appartenait au tsar. Et puis, pourquoi ils ont repris la Pologne ? C'est parce que en 1914, le gouverneur de Varsovie était un Russe. Et c'est la période des tsars, jusqu'en 17, c'est la période où l'Empire russe a eu sa superficie maximum. Et depuis, finalement, on peut voir l'histoire comme ça aussi, ils n'ont fait que rétrécir. Donc forcément, il y a une angoisse devant l'Empire qui décline. Il y a quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'il ne faut quand même pas trop se précipiter non plus. Là, c'est une phase incontestablement difficile sur le plan économique, sur le plan militaire. La Russie n'est pas finie et la guerre n'est pas finie. Non, mais on a tendance à dire oui, c'est la fin. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il va y avoir un coup d'État contre lui, il va perdre son pouvoir. Soyons un petit peu prudents. Je suis Aurélien. Tout à fait d'accord. Aurélien. Il faut arrêter de sous-estimer la Russie à chaque fois ou de dire que Poutine a dit cancer et qu'il va passer par la fenêtre demain.
mais il faut forcer le destin. Vous avez cité 91. Pourquoi on a eu l'effondrement de l'URSS et de son bloc de l'Est? On a eu n'ayez pas peur et Jean-Paul II, Reagan et Thatcher en face. Eh bien là, il faut saisir le moment. On a des Ukrainiens, encore une fois, là-bas à Kiev, vous avez le moral au plus haut. J'ai jamais vu autant d'optimistes chez les Ukrainiens depuis 4 ans. Et les Ukrainiens sont dans l'idée qu'on comprend que les lignes rouges du Kremlin n'en sont pas et qu'il faut encore une fois leur lâcher la bride pour arrêter cette guerre maintenant sous des termes qui leur soient favorables. Est-ce que Poutine a sous-estimé l'énormité du morceau ukrainien? Les Ukrainiens se battent bien, ils mentent bien aussi. Il faut rappeler toute l'histoire de Nord Stream. On découvre ce soir, il y a un livre passionnant qui sort, il est recensé notamment par New York Times. Ils ont très bien manipulé, ils ont fait de la guerre informationnelle, les Russes en font, les Ukrainiens en font aussi, et de bonne qualité. Ils ont réussi à tromper une grande partie des Occidentaux, des commentateurs aussi. C'est bien fait, des deux côtés d'ailleurs. Mais là, les Ukrainiens ont eu un coup gagnant. Oui, un coup gagnant. Et non, mais ce que ne pouvait pas prévoir Poutine, c'est que l'armée russe, vous voyez ce que c'est que la Russie, n'allait pas être capable de prendre leur ancienne province. Comme si on avait dit, la France doit prendre la Belgique, par exemple. Parce que on mettrait le général Richoux à la tête d'une division blindée, et la France arriverait même pas à prendre Bruxelles, si vous voulez. Il y a une humiliation. Rappelez-vous Poutine qui se moquait de Gorbatchev en disant c'est un faible. Poutine a toujours dit Gorbatchev c'est un faible, c'est un bavard, etc. Et là, c'est Poutine qui prend dans la figure. C'est Poutine qui prend une énorme défaite, alors que c'est vrai, vous l'avez dit, mon général, il avait l'occasion qui lui a été donnée de s'en tirer avec la Crimée. Il était très populaire parce que il avait tué personne pour prendre la Crimée. Les Occidentaux disent allez, ça va faire 15 partout parce que nous aussi on a pris le Kosovo dans des conditions comme ça. Donc on va faire 15 partout, on arrête. Et il reconnaît, c'est un des éléments majeurs de la soirée, il reconnaît la difficulté sur l'approvisionnement, sur le pétrole, sur les frappes en profondeur. Ces frappes contre nos infrastructures posent des problèmes, c'est évident. Nous constatons actuellement une certaine pénurie, mais elle n'est pas critique. Ces frappes tentent de créer les conditions pour lancer des négociations avec des termes qui soient favorables à notre ennemi. Nous ne leur laisserons aucune chance. Aucun de ces raids terroristes n'a la moindre influence sur la situation du front.